l'année en prépa. Une année en prépa. As the Democrats gather in Chicago for their national convention, they must be reminded that presidential elections are usually decided by the perception of the economy. And in 1992, Bill Clinton advisor James Carville said, "It's the economy, stupid." C'est l'économie qui compte, espèce d'idiot. Ah, voilà ce que j'ai parfois envie de répondre lorsque mes élèves me posent des questions sur les grands problèmes économiques et sociaux de notre temps. Questions systématiquement accompagnées de solutions prêtes à l'emploi. Il faudrait taxer les riches, évidemment, et puis surtout fermer les frontières pour acheter français et protéger notre marché intérieur. Quant à la réforme des retraites, il faut l'abroger, bien sûr, pour laisser la place aux jeunes sur le marché du travail. Et puis augmenter le salaire minimum, car la vie est si chère. Des exemples quotidiens, souvent ponctués d'un tout simplement catégorique, impatient et définitif. Ma première réponse est souvent « c'est plus compliqué que ça en a l'air ». Ce qui revient un peu à dire qu'ils n'ont pas du tout pris en compte le problème dans sa globalité, que les explications monocausales permettent rarement de comprendre une réalité complexe et que le raisonnement finalement est bancal. Et puis très vite nous y sommes, la réflexion devient plus économique et progressivement on touche du doigt cette réalité extraordinaire qui tient à la place que tient l'économie dans nos sociétés. Comment elle structure nos choix politiques, collectifs, individuels, comment chacun d'entre nous l'intègre à sa façon de penser, la tient à distance souvent, lorsqu'elle est trop gênante, la digère ou l'adapte. C'est l'économie qui compte, espèce d'abruti. Voilà une prise de position plutôt polémique et impérialiste. Et c'est ainsi que ce slogan est entré dans l'histoire. Cette phrase culte de la politique américaine appartient à l'un des conseillers de Bill Clinton, James Carville, qui en avait fait le mot d'ordre de l'élection présidentielle de 1992. Il l'inscrivait tous les matins sur un tableau dans tous les locaux où travaillait le personnel de la campagne pour être sûr qu'ils soient bien tous pénétrés de l'importance du message. Nous sommes en 1990 et les États-Unis sont entrés en récession. C'est la fin de l'une des plus grandes périodes d'expansion économique que le pays ait connue. Après des décennies d'État-providence, hérité de Roosevelt, ça a été le tournant libéral initié par Reagan. Dans les années 80, baisse d'impôts et hausse des dépenses militaires. Mais le krach boursier de 1987 et la guerre du Golfe surtout finissent d'épuiser le modèle. Et tout est en place pour qu'émerge une nouvelle génération de démocrates prônant une troisième voie économique entre le tout État et le tout marché. À leur tête, Bill Clinton, résolument libéral dans le sens économique du terme, prônant libre-échange, dérégulation des marchés, financiarisation de l'économie, mais aussi soutien à la classe moyenne. Il triomphera et fera 2 mandats. In massive numbers, the American people have voted to make a new beginning. Alors, aujourd'hui, l'économie est-elle encore un sujet incontournable ? Fait-elle encore l'élection aux États-Unis ? À première vue, c'est difficile à croire. De notre côté de l'Atlantique, la société américaine nous apparaît d'abord comme une terre de paradoxes, polarisée par des problématiques plus culturelles et identitaires que véritablement économiques. Et pourtant, les Américains disent que ce qui les intéresse le plus, ce sont les problèmes économiques. Et même en pleine crise du Covid, un sondage estimait que 80% des Américains classaient l'économie avant tout autre sujet, y compris devant la santé. Car effectivement, l'économie est et a toujours été un sujet en Amérique. L'extraordinaire généralisation de la prospérité depuis un siècle s'est accompagnée d'une non moins extraordinaire augmentation des inégalités. La croissance forte et équitable de 1940 à 1980 contraste avec la période suivante, 1980-2020, durant laquelle les classes populaires ont été purement et simplement exclues de la croissance. À titre d'exemple, aujourd'hui, les 1% les plus riches captent 20% du revenu national, alors que les 50% les plus pauvres, seulement 12%. La classe moyenne, quant à elle, rempart historique contre les populismes, s'est rétrécie. Et c'est ainsi que c'est encore l'économie qui permet de comprendre la baisse de l'espérance de vie aux États-Unis, du jamais vu en Occident, ou encore la forte augmentation de ce qu'on a appelé les morts de désespoir. Suicide, armes à feu, alcoolisme, drogue, médicaments,
Les opiacés sont ainsi devenus la première cause de mortalité chez les jeunes adultes. Aux États-Unis, une nouvelle drogue vient de faire son apparition et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle ne passe pas inaperçue. Peu chère et aux effets démultipliés, elle fait des ravages, notamment dans les rues de Philadelphie. Et les enfants de 5 ans aux États-Unis ont aujourd'hui une chance sur 25 de mourir avant leurs 40 ans, contre une chance sur 100 en France. Et c'est enfin l'économie qui peut permettre de comprendre l'élection de Donald Trump, promettant le retour du rêve américain et l'enrayement du déclin. Ce tableau, plutôt sombre il est vrai, a néanmoins l'utilité de souligner l'importance de l'économie dans la vie des gens, au-delà de sa sphère stricte. Et c'est très stimulant. Mais, je dois l'admettre, en dehors d'une salle de classe et de mon auditoire passionné, dans un cadre plus informel de conversation entre adultes sur la pluie et le beau temps, la situation politique ou le prix des pâtes, il m'est fréquent de constater que mon statut d'économiste intéresse assez peu. Mes analyses, pourtant très fines, distillées, je crois, avec humilité, placées judicieusement à un moment où chacun a déjà donné son avis et choisi avec précaution pour ne heurter personne, sont régulièrement ravalées au rang d'opinions, de simples jugements de valeur, parfois ponctués de « oui, c'est un point de vue » ou « pourquoi pas ?» au même niveau de légitimité que le point de vue de mon voisin de table, qui peut être médecin, par exemple. Cette situation ne cesse de m'interroger. A priori, l'économie suscite l'intérêt, mais les économistes, eux, beaucoup moins. On pourrait pourtant penser qu'il est difficile de séparer les économistes de l'économie. Ce sont bien eux qui la font, la théorisent, la modélisent, la font évoluer, la vulgarisent, etc. C'est vrai, après tout, on ne sépare pas les biologistes de la biologie, les médecins de la médecine, les physiciens de la physique. Eh bien, cette règle ne semble pas fonctionner pour les économistes. Au mieux, ils sont vus comme étant une profession très homogène, composée d'hommes, bien sûr, blancs, souvent, portant cravates et lunettes. Un ensemble assez monobloc, mais surtout incapable de comprendre les sujets qui sont proches des gens, la vraie vie. Au pire, ce sont des pseudo-penseurs, vaguement charlatans, pris dans des conflits d'intérêts et vulgarisant une pensée unique sans beaucoup de distance critique. Alors, il est vrai que la crise de 2008 a marqué un tournant, exposant l'incapacité des experts à anticiper une catastrophe mondiale. We are in the midst of a serious financial crisis. What started in America last year has now spread to every part of the world. As a result, our entire economy is in danger. On se souvient ainsi de la reine d'Angleterre en novembre 2008, alors que les marchés financiers s'effondrent suite à la faillite de Lehman Brothers, qui interroge l'auditoire de la London School of Economics. Pourquoi ? Personne n'a rien vu venir ? Malaise dans la profession. Et puis, il y a eu ce sondage terrible, réalisé au moment du Brexit, qui montrait que seulement un quart des Britanniques avaient confiance dans les économistes. Pas en général, sur d'autres sujets, mais lorsqu'ils parlaient d'économie. Seuls les politiciens arrivaient à obtenir un score inférieur, ce qui laisse assez songeur. Par contre, les météorologistes, eux, quand ils parlent de météo, bénéficient d'un capital confiance 2 fois supérieur aux économistes quand ils parlent d'économie, ce qui invite chacun à l'humilité. Pourtant, en 2008, plusieurs économistes avaient prévenu de l'imminence d'une crise. Mais ni la majorité de leurs collègues, ni les décideurs ne les ont écoutés. De même, il y avait un consensus complet au sein des économistes pour dire que l'élection de Donald Trump en novembre 2024 serait une catastrophe économique pour les États-Unis. Mais là encore, cette prise de position publique n'a strictement rien changé à l'opinion des individus quant à la compétence présumée de Donald Trump en matière économique. Alors quoi ? Il est évident que les économistes eux-mêmes ont sans doute une part de responsabilité dans cette défiance, préférant souvent l'étude des phénomènes globaux au détriment de conséquences plus locales et parfois dévastatrices au niveau individuel. Mais évidemment, cette explication ne suffit pas.
Il faut aussi interroger la perception que les individus peuvent avoir des sciences sociales. Un champ soi-disant un peu à l'écart de la vraie science, saturé d'opinions et dans lequel il serait difficile d'administrer la preuve ou d'obtenir des lois un peu générales. Et à ce problème de compréhension de ce qu'est la science en tant que démarche intellectuelle, on peut rajouter une autre difficulté, qui tient à la nature particulière des sciences sociales là encore. Après tout, en tant qu'individus insérés socialement et économiquement, nous avons tous un avis. Nous parlons tous de quelque part. Et lorsqu'un économiste nous explique que non, il n'est pas prouvé scientifiquement que les chômeurs préfèrent vivre de leur allocation plutôt que de chercher un emploi, cela suscite en général des remous dans une assemblée. Les résistances intellectuelles sont finalement bien moindres lorsqu'un physicien nous expose l'état de la recherche sur les propriétés végétales ou la structure des atomes. Et finalement, Keynes disait déjà que la difficulté n'était pas de comprendre les idées nouvelles, mais d'échapper aux idées anciennes. C'est d'autant plus vrai en sciences sociales, où le contraire de la connaissance n'est pas l'ignorance, mais les certitudes. Et pour les ébranler, rien de tel que les questions des élèves.